Alors aujourd'hui, c'est donc l'avant-dernier cours. Et puis donc, comme je vous l'ai indiqué, en mai-juin, mais c'est annoncé sur le site, j'aurai mon séminaire avec Madame Qin Chaozhong, mais ce sera sur des sujets très différents. Les débuts de l'Empire couchant, d'après les dernières découvertes, plutôt d'inscription et aussi d'après la reprise des textes des sources chinoises. Là, aujourd'hui, nous continuons sur le détail de ces deux temples de Penjikent. Et là, nous étions donc dans le temple 2, qui est en fait le temple majeur, probablement, et cette extraordinaire peinture qui a été trouvée dès le début des fouilles, et bon, c'est une copie, et qui montre, comme je l'avais indiqué, donc la déesse Nana avec ses 4 bras, qui se lamente devant le catafalque de ce qui semble être une jeune fille morte ou apparemment morte, des scènes de lamentation, et cette déesse qui n'a été identifiée que récemment, qui est Déméter, avec sa torche et le voile qu'elle porte sur la tête, en signe de deuil quand elle avait perdu sa fille Perséphone, qui avait été enlevée dans les enfers. Et j'avais donc signalé que, au moins, une fois n'est pas coutume, on a des textes qui sont en rapport vraiment direct avec ce cérémonial. Bon, c'était vraisemblablement... Ce qui est illustré là, c'est évidemment un mythe, mais il est certain que ce mythe, d'une manière ou d'une autre, était actualisé lors des fêtes et qu'il y avait certainement une mise en scène, peut-être théâtrale, c'était visualisé évidemment. Ça n'était pas visualisé que par la peinture. Alors, dans le témoignage de l'envoyé chinois, qui raconte effectivement voilà, la lamentation, les habits noirs formant des plis qu'on voit sur le costume de Nana, et ce qui est décrit là avec les os de l'enfant divin qui a été perdu, ça rappelle le mythe babylonien de Tammuz, qui représente donc la végétation estivale. Alors les os perdus, évidemment, ce sont les grains, hein, voilà. Et c'est un rituel qui était encore célébré en Haute-Mésopotamie au début de l'époque islamique, et on voit qu'ici c'est lui. Et puis on a un texte manichéen sogdien qui, avec réprobation, semble décrire quelque chose d'assez semblable, mais pas complètement, parce que là, à côté de la dame Nana, on nous parle de Déméter, comme on la voit ici. Voilà. Oula. Oui, attendez. Alors, on m'a dit, pour revenir en Athènes, petit temps d'attente. Oh là 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 là. Bon, allez, ne vous en faites pas. Si ça ne marche pas en haut, ça marche à gauche. Ah, oui. Ah. Oui, bon, il suffit d'être patient. Bon. Voilà. Et donc, l'impression qu'on a quand on compare ces deux textes, c'est ce qui est montré sur la peinture combine un peu tout ça. Bien. Puisque on a bien effectivement ici les deux déesses. Alors, se pose le problème de sur qui se lamente-t-elle. C'est évidemment ici une jeune fille. Donc, si c'était Tammuz, exactement comme en Mésopotamie, ce qu'on a l'air de nous décrire pour le festival d'été, parce que, bon, il semblerait bien que peut-être le texte sogdien et le texte chinois n'ont pas en vue la même fête. Il se peut en réalité que le texte chinois décrive une fête d'été, au moment de la végétation qui est grillée, hein, et que le texte sogdien décrirait peut-être plutôt une fête d'hiver,
ce qui correspond à l'implication de Déméter, dont les mystères avaient lieu à l'entrée de l'hiver. Ici, on attendrait plutôt un jeune dieu masculin, et ce n'est pas ce qu'on voit ici. Évidemment, comme on a Déméter, on a tout de suite une candidate pour cette divinité, cette jeune fille, c'est Perséphone, sa fille, qui est apparemment morte. En réalité, elle est morte à la vie parce qu'elle est enlevée en enfer. Et les mystères de Déméter visent à la faire remonter sur la terre pour l'été. Bien. Donc un rituel d'automne. Bon, mais il y a Nana. Alors, qu'est-ce que Nana aurait à voir avec Perséphone? En principe, rien, sauf si Perséphone est assimilée à une déesse qui pourrait jouer ce rôle dans le mythe de Nana. Or, il y en a une. C'est-à-dire que Tammuz a une sœur, Geshtinanna. Et Geshtinanna le remplace pendant l'hiver. Voilà. En fait, Tammuz séjourne sous la terre pendant l'été, la chaleur estivale, et pendant l'hiver, il est remplacé par sa sœur. Donc là, on aurait quelque chose qui marcherait assez bien avec cette jeune fille qui remplirait les deux fonctions et qui pourrait se lire à la fois de manière babylonienne et de manière grecque. Mais comment est-ce qu'on l'appelait? On a des idées pour ça. C'est qu'il se trouve que dans les noms personnels sogdiens, on trouve des clusters, des noms de divinités qui vont ensemble pour les membres d'une même famille, donc on soupçonne que c'est des divinités associées. Et on voit qu'on a des noms sur Nana, serviteur de Nana, porté par quelqu'un qui est le fils d'un serviteur de Déméter. Donc là, ça va. Et dans les mêmes groupes familiaux, on a une divinité qui s'appelle Tarsitch. On connaît l'existence depuis longtemps parce que les Chinois ont décrit son temple. On en a parlé au séminaire avec Chao Zhong il y a 3 ans. Un temple qui était à l'ouest de Samarcande, qui était un grand temple fédéral où les gens venaient de toute l'Asie centrale et où il y avait énormément de sacrifices de bétail. Or, on sait depuis peu que Tarsitch est une divinité féminine. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé des inscriptions sogdiennes où le nom a une finale orthographique qui indique clairement, en A, c'est Tarsitcha, qui indique clairement que c'est une divinité féminine. D'où l'hypothèse que j'ai proposée très récemment, que c'est sous ce nom qu'était connue cette synthèse de Perséphone et de Geshtinanna. Quant à savoir qu'est-ce que ça veut dire Tarsitch, il y a une proposition d'étymologie qui voudrait dire celui qui revient. Alors ça serait René. Alors ce serait formidable parce que là, ça correspondrait exactement à la fonction du dieu qui disparaît sous la terre et qui revient chaque année. Bon, cette étymologie n'est pas complètement sûre. Alors voilà, donc là, on peut dire que la recherche continue là-dessus. Dans le texte sogdien, on parle, on ne peut pas traduire la séquence de mots en continu, hein, mais on voit qu'il est question de Jimat, il est question d'une ville, d'une armée, une malédiction de la sécheresse. Alors, la malédiction de la sécheresse, ça irait, ça va avec le mythe de Déméter qui a condamné l'Attique à la sécheresse pour exiger qu'on lui rende sa fille. Ça irait bien. Mais on parle d'une ville et d'une armée. Alors là, ce n'est pas vraiment dans le mythe de Déméter. Mais ça pourrait être dans celui de Nana, parce que Nana est
héritière d'Ishtar mésopotamienne, c'est entre beaucoup de fonctions la déesse qui protège, c'est la royauté, qui protège la cité. Sur les monnaies de Penjikent, on a donc Nana, maîtresse du pays de Panj, et qui a un caractère guerrier. Bien. Or, sur la suite de sur cette peinture, voilà, un petit temps d'attente. Sur la peinture, on voit dans des scènes qui continuent la grande scène qu'on vient de montrer, des scènes qui n'ont pas été comprises au moment où elles ont été trouvées, elles ne sont pas conservées. On a des reproductions approximatives, mais enfin ça permet quand même de dire quelque chose. Bon, là j'ai vraiment un problème. Je m'excuse, hein, c'est... Tout à l'heure, ça marchait. Alors, bon, d'habitude, j'ai une collaboratrice qui règle tout ça tout de suite, mais là, elle est à une réunion. Bon, il faudrait que quelqu'un se dévoue pour aller demander le technicien. Merci, madame. Il est pas loin. On voit, je vais vous montrer ce que vous allez voir dans un instant, c'est-à-dire qu'on voit un rempart de ville avec des cavaliers et des personnages qui sont précipités tête en bas. Donc là, on a l'impression que Nana est associée à une scène guerrière. Et puis, sur une autre partie de la peinture, on voit des cavaliers qui sont des rois, qui font un geste, qui arrivent au temple, enfin visiblement, ou à la cérémonie, qui font un geste de respect, typiquement le geste iranien de respect avec l'index courbé. Et ces rois ont des couronnes qui ont l'air un peu fantaisistes. Enfin, on dirait en fait les trois rois mages. Bon, c'est pas ça, évidemment. Mais c'est probablement... ça pourrait contenir l'idée que c'est un culte confédéral où... alors, attendez... suivant. Aurais-je précédent. Ben non, donc, vous avez ici celui qui a fait le dessin, en fait, visiblement avait du mal à comprendre. C'était fait au moment où la peinture a été trouvée, en 1948. On revient ici à la scène qu'on a vue, la jeune fille dans son catafalque, les gens qui se lamentent. Et puis là, bon, c'est pas bien clair, on voit quand même des cavaliers. Et là, vous voyez un rempart de ville, une lézarde au milieu, donc on a l'impression que le mur s'écroule, et là vous avez des gens qui sont la tête en bas. Vous voyez ça ressemble assez à des scènes de prise de ville qu'on a par ailleurs, où on voit que les défenses, les gens sont précipités du haut de la muraille. Donc, voilà, association avec une scène guerrière. Et ici... voilà, mes trois rois mages, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Ils ont des couronnes, c'est curieux, hein, leurs couronnes ne ressemblent pas du tout aux couronnes qu'on voit portées par les rois sogdiens sur leur monnaie. Donc ça pourrait être vraiment symbolique pour indiquer que c'est un culte qui réunit l'ensemble des royaumes de la Sogdiane et peut-être même au-delà. Et vous voyez, on amène un cheval scellé sans cavalier. Et ça, on l'avait déjà vu avec la peinture dite des ambassadeurs. C'est typique d'un cheval de sacrifice. Quand ils sacrifiaient des chevaux, le cheval
était scellée, pas montée, donc peut-être destinée à être montée par le dieu auquel on le sacrifiait. Voilà. Quelques références. Ça, c'est le premier article que j'ai fait avec Marchak, le premier article où on a compris qu'il y avait à la fois Nana et Déméter. Et puis, j'ai poussé les choses dans un autre article plus tard, mais c'est seulement depuis 2 ou 3 ans qu'on a compris que la déesse qui est dans son catafalque, c'est Arsiche, qu'elle est féminine, et que donc, voilà, ça pourrait être cette synthèse de Perséphone et de Geshtinanna. Alors, toujours donc dans ce temple 2, on voit que dans les phases finales, je vous l'ai dit, il y a une profusion de plus en plus d'images qui apparaissent, et très souvent c'est des images de Nana. Alors là, l'image vraiment canonique, elle n'est pas en train de se lamenter, mais elle est sur son lion, elle tient le soleil et la lune. Voilà, là aussi, elle est sur son lion, et puis avec des adorants près d'elle. Alors, elle est associée à d'autres dieux, mais ce n'est pas des dieux du panthéon zoroastrien, hein. Pas vraiment. Elle est associée à Weshparkar, le grand dieu de la Sogdiane, qui a donc un aspect très shivaïte, et puis à un autre dieu qui semble avoir la fonction de gardien des enfers. Alors, il s'agit quand même de restitutions graphiques très très hardies faites par Marchak, qui aimait bien se lâcher, surtout à la fin. Et vous voyez, bon, ce qui est conservé, en fait, c'est ça. Bon, alors, mais c'est assez vraisemblable, c'est ce dieu qu'on voit parfois qui monte la garde pour empêcher les démons de surgir des enfers, et dont l'image est copiée sur l'image du dieu indien Vaishravana, qui est le gardien des monastères bouddhiques. Donc, elle a visiblement des associés, mais ce n'est pas des associés qui sont vraiment tirés du panthéon zoroastrien. Elle est, je l'avais déjà signalé, elle est parfois associée à Tishtria, qui est le patron de la chasse, et elle-même a, semble-t-il, aussi cette fonction. Et on le sait à Penjikent, parce qu'on a un ex-voto. Sous une de ces images de Nana, on a là quelqu'un qui s'est fait représenter, c'est mal conservé, mais on voit bien qu'il s'est fait représenter à la chasse. Donc c'est visiblement pour appeler le succès à la chasse. Elle apparaît aussi dans des scènes de bataille, alors justement, comme dans la grande peinture de la Lamentation. Alors, on ne voit pas très bien, évidemment, mais enfin, on voit ici un rempart. Voilà, on voit un rempart et on voit quelqu'un en armure sur un cheval, et dans des morceaux de cette peinture, très très mal conservés, on voit une patte de lion. Donc, semble-t-il, elle accompagne des gens à la guerre. Et ça correspond bien à ce qu'on trouve plus tard au palais de Shahristan, où là, très clairement, elle préside à une scène de bataille. Voyez. Ici, c'est le roi qui l'a pris, et là, elle préside à une scène de bataille. Donc, voilà, Nana a vraiment des multiples fonctions, et parmi elles, tout ça semble hériter d'Ishtar et de la Mésopotamie. Parmi elles, une fonction guerrière. Mais elle garde quand même sa fonction, la fonction qu'elle a acquise de la déesse iranienne Anahita, qu'elle a fini par absorber, qui est la fonction de maîtresse des eaux fécondantes. Et on a à Penjikent ce qu'on appelle le porche aux poissons. C'est un des reliefs en terre crue de style très indien. Alors, à première vue, on ne voit pas grand-chose, mais je vais vous montrer ce qu'on doit voir. Voilà un crocodile, vous voyez, qui ouvre grand la gueule. Enfin, un crocodile de fantaisie. En Inde, on appelle ça un makara. Bon. On a un triton, vous voyez, un anguipède, avec un corps humain et des pieds de serpent. Et là, divers poissons. Donc, elle garde aussi la fonction
de déesse des eaux. C'est une déesse qui attrape un peu tout. Voilà. Donc c'est ça, semble-t-il, l'ambiance du temple 2. Mais alors pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait au temple 1? Nana, elle n'y est pas au temple 1. On ne la voit pas. Ce temple 1, contrairement à l'autre, il a un moment reçu un petit sanctuaire du feu. Donc là, on tend quand même un peu plus vers le zoroastrisme canonique, iranien. Et là aussi, il y a beaucoup de peintures, et dans un certain nombre de cas, on peut identifier des divinités, et ça a quand même l'air de bien tourner autour du panthéon zoroastrien. Alors, une identification vraiment assez claire ici, c'est Mitra. Vous voyez, un dieu juvénile, il n'est pas toujours juvénile, Mitra, il est parfois barbu. Ici, il est juvénile, c'est le type qu'on a sur les monnaies Kushan, le type apollinien. Il a des rayons solaires ici, dans son halo, et là, ce sont des adorants. C'est une peinture. Voilà. Alors, un cas très intéressant, c'est une déesse, elle a des fleurs dans sa couronne, et regardez ce qu'il y a ici. Sur sa poitrine, elle tient un poulain. Alors, on sait qui c'est, cette déesse. C'est Driwaspa, dont le nom veut dire, c'est une déesse du panthéon zoroastrien, dont le nom veut dire la déesse aux chevaux vigoureux. C'est la protectrice des chevaux. Et évidemment, dans une société chevaleresque comme était la société sogdienne, ça comptait beaucoup. Et c'est un cas vraiment très rare d'une déesse dont on a inventé l'image en copiant très fidèlement d'après les données des textes. Parce que dans le texte Pélévi du Bundahishn, il en est question, il est dit « Elle nourrit le cheval du soleil en le tenant sur ses genoux ». C'est exactement ça. Alors ça, c'est curieux comme évolution parce qu'elle est représentée aussi sur des monnaies Kushan, mais là de manière très maladroite. Ils ont vraiment puisé dans leur stock d'images comme ils ont pu. Alors tout ce qu'ils avaient comme divinité qui était devant un cheval, c'était Castor et Pollux. Donc on a pris une image de Castor, d'un des deux dioscures, on l'a appelée sur les monnaies Druwasp. Alors, du coup, elle a changé de sexe, parce qu'elle est devenue masculine. Et dans le contexte sogdien, il y a un effort pour revenir au texte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Là, on a essayé vraiment de créer l'image de la déesse telle qu'elle était décrite dans les textes. Alors, toujours dans le temple 1, oui, alors celui-là, on ne comprend pas très bien. Quelqu'un est passé après, et en sogdien, il a écrit « le dieu au cheval ». Ça veut dire que bon, les visiteurs du temple ne comprenaient pas forcément très bien ce qu'ils avaient devant les yeux. Bon, le dieu au cheval, il y a beaucoup de candidats possibles dans le panthéon zoroastrien. Mais alors ici, on voit bien que ce qui est représenté, vous voyez, il y a des grandes flammes là, avec un créneau ici. C'est un autel du feu de type zoroastrien. Ce n'est pas seulement un petit brûle-parfum comme on voit parfois. Alors, très intéressant ici, toujours dans le temple 1, un personnage qui a pour caractéristique un serpent qui lui sort de l'épaule. En fait, il en a deux. Alors, ça suffit à l'identifier. Quiconque a lu le livre des rois de Firdoussi le reconnaît. C'est pas un dieu, c'est pas vraiment un démon. C'est un souverain démoniaque, Zahak, dont le nom veut dire d'ailleurs le serpent, et qui figure parmi les souverains des premiers âges de l'Iran. Parfois il a 3 têtes, dans l'Avesta il a 3 têtes. Et puis, à partir du livre des rois de Firdoussi, et d'autres images de cette époque, semble-t-il, déjà, les 3 têtes ont été les 2 têtes latérales ont été remplacées par des serpents. Et c'est raconté dans le livre des rois,
il a, sortant de ses épaules, des serpents qu'on nourrit de cervelle humaine. Voilà. On sacrifie des enfants, on donne ça à manger aux serpents. Bien. Et alors, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Bon, évidemment, alors, l'imagination des collègues russes s'était parfois un peu emballée et pensait qu'il y avait un culte de type satanique à Zahak. Bon. On croit beaucoup moins à ça. On le voit, il est représenté dans un autre contexte que j'ai récemment élucidé. Je vous ai montré ça l'année dernière dans un temple en Iran au Kuhe-Khwaja. En fait, c'est dans un cycle où ce qui est célébré, c'est pas Zahak, c'est celui qui est arrivé à bout de lui, c'est-à-dire le roi Faridoun. Et sans doute, ça fait partie d'un cycle épique qui célébrait la victoire de Faridoun sur Zahak. Voilà, on voit quand même qu'on est il semble-t-il, on est au VIe siècle avec cette peinture. On est déjà dans quelque chose de très très proche de ce que Ferdoussi va écrire dans son poème 4 siècles plus tard. Voilà. Et alors, toujours pour continuer avec l'ambiance vraiment assez carrément zoroastrienne de ce temple 2, il y a 2 représentations de fêtes. Alors, celle-ci, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens en caleçon qui, en fait, ça n'a pas été très bien compris par celui qui avait fait le dessin, mais non, ça a été compris, en fait. Ils balancent des baquets d'eau, vous voyez, en courant. Et puis, quelque part, ça n'a pas été très bien. Oui, ici, en fait, il tiendrait un tambour. Bon. Alors, ça a toujours été publié comme scène de carnaval. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. On sait ce que c'est que cette fête. C'est la fête qu'on appelle les Abrezagran, qui veut dire l'aspersion d'eau. C'est une fête qui avait lieu l'avant-dernier mois. Alors, c'est décrit par les Chinois, qui disent, notice sur Samarcande, le 11e mois, donc le 11e mois du calendrier zoroastrien, ils battent du tambour et dansent pour demander le froid. Ils se jettent de l'eau les uns aux autres en matière d'amusement. Or, à ce moment-là, si on fait un simple calcul, ça tombait fin mai. Donc voilà, au moment où il commence à faire trop chaud. Et alors, plus tard, Al-Biruni nous apprend qu'en Iran, cette fête, effectivement, il en parle encore, il raconte la même chose, et elle tombait le dernier jour du mois, le dernier jour du 11e mois. Alors, cette fête n'est plus célébrée chez les Zoroastriens. Maintenant, elle a peut-être, en fait, elle est peut-être tombée en désuétude quand le calendrier s'est déplacé et que ce 11e mois n'a plus correspondu au moment où on avait besoin de demander le froid. Alors, il y a dans ces chapelles latérales du temple 2, du temple 1, il y a une autre fête qui est représentée. Ah, oui, voilà. C'est un banquet. Ouais, c'était pas très bien compris à l'époque où on a fait le dessin. C'est sans doute les fameuses pêches d'or de. C'est pas des melons, c'est les pêches. C'est les fameuses pêches d'or de Samarcande, décrites par les Chinois. Vous voyez, les gens qui tiennent des coupes en or, etc. Et il tient un rameau de genêt. Et il en a aussi dans la coiffure. Alors, il n'est pas le seul. Voilà, regardez. Celui-là et ceux-là. Et le tapis lui-même, sur lequel ils sont accroupis, assis en tailleur, a des motifs floraux. Alors, là, contrairement à la fête précédente, qui n'avait pas été correctement interprétée par nos collègues russes, soviétiques à l'époque, là, ils l'ont bien interprétée depuis le début, par les données de l'ethnographie. C'est-à-dire que chez les Tadjiks des montagnes, les montagnes autour de Penjikent, on célèbre les morts chaque année. Ils sont officiellement musulmans. Hein. On célèbre les morts chaque année par un banquet au cours duquel
on se plante des rameaux de genêt dans la coiffure, dans le turban. Donc, dans un contexte zoroastrien, c'est la fête qu'on appelle les Frawardigan. Est-ce que j'ai écrit le nom j'ai dû écrire le nom sur l'autre. Voilà. Fête du début de l'année, de la transition de l'année, c'est la fête des morts. C'est le moment où on dépose des offrandes pour que les morts qui reviennent dans les maisons n'importunent pas les vivants et aient assez à manger. Les Iraniens font toujours ça. D'ailleurs, c'est au moment du Nowruz, c'est-à-dire maintenant. Ils sortent des... chez les Zoroastriens, on dépose des parfums sur le toit, et chez les musulmans, c'est des amis iraniens qui m'ont raconté ça, on quitte la maison, on va en pique-nique, parce qu'on dit que les esprits viennent dans les maisons. Et il faut leur laisser la maison pour eux. Donc ça continue, c'est cette fête, ça continue aujourd'hui. Alors, donc, très nettement, tout ce qu'on peut voir au Temple 1 a l'air quand même de tourner autour du zoroastrisme. Le problème, c'est que on n'arrive pas à savoir quelle était la divinité principale qui était vénérée. Où il y avait son image dans la celle-là. Il n'y en avait peut-être d'ailleurs pas qu'une. Bon, pour le Temple 2, c'est clair. C'est évidemment une image de Nana qu'il y avait dans la celle-là, même si on ne l'a pas conservée. Pour le Temple 1, on ne sait pas. Ça pourrait être Mitra. Voilà. Mais on n'a pas vraiment d'indice. Ce qui semble qu'on n'a pas à ce temple 1 et qu'on a peut-être à Surkotal, c'est 20 niches dans la cour qui auraient pu être consacrées chacune à une des divinités du calendrier. Pas toutes, mais les principales. Bon, à Surkotal, tout ce qu'on sait, c'est que dans ces niches, il y avait des statues de terre crue, mais elles ont été retrouvées dans un tellement mauvais état que aucune hypothèse n'a pu être faite sur elles. Mais on aurait, semble-t-il, la même chose dans un temple au Khwarezm, à Toprak-Kala, et puis on a un texte chinois sur Dunhuang qui nous dit que dans le temple des Sogdiens, il y a 20 niches peintes avec les images des dieux. Donc, dans certains cas, on voit bien qu'il y a eu un effort pour regrouper le panthéon zoroastrien. C'était peut-être le cas aussi à ce temple 1, mais là, on n'a pas d'indice archéologique. Alors, dernière question tout de même à voir, c'est pourquoi 2 temples ? Pourquoi 2 temples d'une importance quasi égale, même si probablement le temple 2 de Nana avait un peu la préséance ? Et 2 temples dès le début, et qui ont, semble-t-il, eu leur spécificité du début à la fin. Est-ce que la ville était séparée en 2 clans ? Est-ce que au départ, il y a eu 2 communautés différentes qui l'ont fondée ? Alors, on ne peut pas le dire. On a quand même un texte chinois intéressant de ce point de vue-là. C'est un document bouddhique qui vient de Turfan, et tardif, du Xe siècle. Mais on sait que la religion sogdienne survit à Turfan aussi tard. Que dit ce document ? Trouvé par Stein, donc il est à la British Library. De plus, il y a 96 prédications hérétiques dans les contrées occidentales. Hérétique, ça veut dire non bouddhique. C'est un document, ce document émane de milieux bouddhiques. Par ici, c'est-à-dire à Dunhuang et plus à l'ouest, nous avons des Perses. En fait, en chinois, à cette époque, Perse, ça veut dire des chrétiens, des nestoriens, parce que c'est considéré comme le christianisme nestorien est considéré comme
une religion typiquement perse. On a des manichéens, dit le texte, on a des Huosianes, c'est-à-dire la religion du feu et du ciel. Ça, c'est la manière dont il désigne le zoroastrisme tel qu'on le connaît en Iran. Et on a des Kushenjibei, ça veut dire les adeptes de la divinité pleurée, la divinité sur laquelle on pleure. On a dit, on pourrait éventuellement traduire la divinité qui pleure, mais semble-t-il, ce serait plutôt la divinité sur laquelle on pleure. Eh bien, ça rappellerait assez la situation des deux temples de Penjikent, où on en a un qui, dont l'iconographie tourne quand même beaucoup autour du zoroastrisme et des divinités du calendrier. Ce serait donc le temple des Huosianes, les adeptes du feu et du ciel, et puis l'autre, qui est le temple de Nana, où on la voit qui se lamente, voilà, dans des lamentations violentes, hein, et qui serait le temple de la divinité pleurée, la divinité pleurée étant Tarsich. Bon, c'est très hypothétique, mais enfin, bon, c'est tout ce qu'on a actuellement comme ressources pour tenter d'interpréter cette dualité. Un mot sur ce qui s'est passé vraiment tout à fait à la fin, c'est assez intéressant. Bon, au temple 2, comme je l'ai dit, il est possible qu'ils aient frappé leur propre monnaie, et pas au nom du souverain, mais au nom de la déesse Nana. Peut-être une manifestation, une affirmation d'autonomie. Toujours dans ce temple 2, tout à fait à la période finale, sur la rue, on a isolé, en fait, enfin, on a aménagé une petite pièce qui n'ouvrait que sur la rue par un corridor, qui n'ouvrait pas sur le reste du temple, où on a trouvé ceci, c'est-à-dire une statue de terre crue de Shiva, avec sur le taureau Nandi, avec sur les genoux la petite figure de sa femme Parvati, Durga. Cette statue, vous la reconnaissez, elle était à l'exposition Guimet sur le Tadjikistan il y a 2-3 ans. Alors, contrairement à ces statues de terre crue de Penjikent qui sont souvent polychromes, celle-là était peinte en blanc. On a voulu peut-être donner l'impression que c'était du marbre, comme en Inde. Et c'est sûr que là, c'est quand même... Bon, Shiva, on l'a vu en sogdien sous le nom de Weshparkar, qui est le nom d'un dieu zoroastrien, c'est une divinité syncrétique. Mais ici, c'est un bon Shiva, hein, un bon Shiva, parce que, vous voyez ici, hein, il est en érection. Bon, ça, les Sogdiens n'auraient pas montré ça avec Weshparkar. Alors, évidemment, bon, le pénis est couvert par un tissu. Alors, on s'était dit avec Marchak au début, bon, bah, peut-être quand même, les Sogdiens, ils étaient un peu pudibonds, ils ne montrent pas souvent des nudités dans leur art. Mais en fait, on s'aperçoit maintenant que c'est aussi en Inde. On a aussi des Shivas qui sont comme ça en Inde. Alors, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas du syncrétisme. C'est une concession à une communauté shivaïte. Et ce qu'on peut supposer, c'est dans la dernière période de la ville, il y avait des gens qui étaient vraiment des shivaïtes. Alors, peut-être des Indiens, mais on n'a pas trouvé d'inscription indienne à Penjikent. Peut-être des Sogdiens convertis à Shiva. Ça, on sait qu'il y en avait par des inscriptions sur l'Indus, qui ont obtenu des autorités du temple d'avoir leur propre chapelle pour leur propre divinité qu'ils adoraient comme ils avaient envie de l'adorer. Alors, curieux détail, pourquoi est-ce qu'on l'a trouvé en si bon état? Alors que d'habitude, les statues de terre crue de Penjikent sont trouvées vraiment en petits morceaux. C'est que la niche où était cette statue avait été soigneusement bouchée tout à fait à la fin. Pourquoi? C'est la seule.
Alors, l'idée qui vient à l'esprit, c'est que ils tenaient peut-être pas trop à ce que les Arabes qui étaient en train d'arriver voient ça. Le reste de leur religion, ça pouvait peut-être être présentable. Ça, les Arabes n'auraient peut-être pas accepté. Alors, toujours ce qui se passe en 722, les deux grands temples sont abandonnés, mais curieusement, seul l'un d'eux est incendié. Le temple 1, donc celui qui semble tourner autour du zoroastrisme, il est incendié. Le temple 2, le grand temple de Nana, il ne l'est pas. Et même le culte continue de manière très très réduite dans une des chapelles. Pourquoi cette différence de traitement? Alors peut-être bien le temple 2, temple de Nana, a joué la carte arabe. Peut-être ils n'étaient pas en bon terme avec le roi de Penjikent, d'où ces monnaies au nom de la déesse Nana qu'ils semblent avoir émises. Et du coup, ayant joué la carte arabe, ils ont eu un meilleur sort. Et le temple 1, lui, a été incendié. Ceci dit, ce n'est pas tout à fait la fin du temple 1, parce que plus tard, dans ce qui était vraiment la ruine, le temple en ruine, les gens dans la cour, sous l'auvent, ont aménagé ceci. 3 groupes de 3 petites fosses. Et puis on voit, il y a un petit dallage en cailloux, là, quelques cendres. Qu'est-ce que ça peut bien être? Škoda, qui a trouvé ce dispositif, a proposé quelque chose de très convaincant. C'est une installation rituelle zoroastrienne qui s'appelle le Bareshnunga, c'est-à-dire que on a en fait aujourd'hui, je vous épargne les détails, mais en fait, voilà. Aujourd'hui, ça se présente comme ça, il n'y a plus de fosses, mais il y a des pierres, et ce sont celui qui va subir la purification, ici ce garçon, marche sur, doit marcher sur 3... Gomez, oui. Oui, en fait, voilà. Il marche sur des pierres, mais il y a encore des fosses. Et il y a 3 fois 3 fosses. Ici, il se purifie avec de l'eau, ici avec de l'urine de bœuf, et ici aussi avec de l'urine de bœuf. Après quoi, il se frotte avec du sable et de la cendre. Voilà, c'est ce qui est représenté ici. Il marche sur des pierres et en même temps sur les côtés, parce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a ces fosses dans lesquelles ils sont pratiquées ces ablutions. Et il était accompagné par 2 prêtres, et il y a toujours un chien avec lui. Et le chien est supposé prendre sur lui l'impureté. Donc c'est un rituel qui est encore pratiqué, qui est bien connu, et c'est assez vraisemblablement l'explication de ce qu'on a ici. Les gens... Le pèlerin devait passer sur un petit dallage de pierre, le pèlerin, celui qui devait subir la purification, et se purifier successivement dans 9 fosses. Voilà ce qui conclut l'histoire vraiment passionnante de ces temples de Penjikent, sur lesquels, évidemment, on aimerait tellement en savoir plus, tellement avoir des textes, mais ce que la simple archéologie et l'iconographie nous révèlent est déjà en soi d'un très très grand intérêt et entre en résonance avec beaucoup de choses, comme je l'ai dit, qui sont dans des textes chinois, des textes sogdiens. On voit bien cette religion sogdienne qui semble avoir assumé dès le 4e, 5e siècle un aspect double, qui n'allait pas forcément d'ailleurs avec une hostilité mutuelle, et dans certains cas se rapprocher de ce qui se faisait en Iran, et dans d'autres cas continuer dans la ligne d'une religion beaucoup plus syncrétique qui avait des racines mésopotamiennes. Alors, ayant
pas complètement, mais enfin assez largement épuisé la matière des temples sogdiens. Je vais en venir maintenant à un autre sujet, qui est toujours quand même en rapport avec la sogdiane. Voilà, et il me faudrait donc l'autre PowerPoint. Ce sont les nouvelles données archéologiques sur les oasis. J'avais annoncé nouvelles données archéologiques sur les oasis de Bactriane et de Sogdiane. Bon, en fait, je me suis aperçu qu'il y a quand même vraiment beaucoup à dire et surtout beaucoup de choses nouvelles. Donc, pour conclure ce cours et faire le cours de la semaine prochaine, je m'en tiendrai à ce qu'on a sur l'oasis de Samarcande. Mais alors ici, donc, données archéologiques, il s'agit des données, des données environnementales, les données sur la mise en valeur agricole. Voilà, on peut appeler ça la mise en valeur agricole, l'histoire de la mise en valeur agricole de l'oasis de Samarcande. Et qui dit mise en valeur agricole dans ces climats dit irrigation, évidemment. Alors, voilà. Entrée en matière. Tout ça, c'est vert. Et autour, c'est jaune. Voilà, donc, c'est le grand fleuve. Samarcande est ici. Le fleuve du Zérafshan qui coule ici, qui sort des montagnes près du Pamir et qui va finir par se perdre dans les sables au sud-ouest de Boukhara sans arriver à atteindre la Moudaria qu'il atteignait dans des temps très anciens. En fait, ce fleuve purement interne, donc qui n'a pas d'émissaire dans un autre fleuve ni dans une mer, est le troisième fleuve le plus long d'Asie centrale. Après le Sirdaria et la Moudaria, c'est le troisième fleuve le plus long. Et vous voyez tout de suite qu'à l'heure actuelle, des canaux se détachent des deux côtés et que c'est ça qui fait la mise en valeur agricole de Samarcande et des deux rives. Et ça continue. Et puis plus loin, on tombe dans l'oasis de Boukhara, que je pensais aborder dès cette année, mais en fait, ce sera pour l'année prochaine, parce qu'il y a aussi là des nouvelles publications, des nouvelles données. Alors, reprenons depuis le début. Quand les Grecs, avec Alexandre, arrivent à Samarcande, ils nous ont pas transmis de description du paysage rural. Ce qui les intéresse, c'est les fortifications de la ville, et c'est tout. Bon. On voit qu'il y a des nomades qui rôdent, qui ne sont pas loin, qui menacent la garnison. Bon. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la plaine? Ils ne le disent pas. Ils disent quand même une chose. Il y a beaucoup de vin. Parce que, on le sait pour une raison précise, c'est que les compagnons d'Alexandre sont tombés dans le palais de Samarcande sur de grosses... Ils revenaient d'une campagne extrêmement dure dans le sud de la Sogdiane, le siège des forteresses de montagne, des marches épuisantes. L'armée avait besoin de se détendre. Ils sont tombés sur des grands stocks de vin. Malheureusement, ils en ont abusé et c'est lors d'une soirée de beuverie que Alexandre a tué le compagnon de son père, Kleitos, épisode bien connu. Et ma mission a eu la chance de trouver certains restes du palais achéménide à la citadelle où avait eu lieu cet épisode. Et Claude Rapin a même pu proposer un scénario dans quel fossé est-ce que Ptolémée a entraîné Kleitos pour essayer d'éviter le drame. Et il a pu reconstituer assez bien la topographie. Pierre Briand, qui à l'époque nous visitait, a dit « Ah, sur un mur, vous allez trouver écrit au sang « Alexandre m'a tué ». Mais on n'a pas trouvé ça. Mais malgré tout, on a identifié le lieu du crime. Donc, au moins on sait une chose, c'est qu'au moment de la conquête d'Alexandre, il y a de la vigne. Bien. On ne sait rien d'autre. Alors, on a quand même, après,
on passe au géographe Ptolémée, qui écrit à Alexandrie au IIe siècle de notre ère, mais dont les informations concernant cette région probablement remontent quand même en gros aux compagnons d'Alexandre. Bon, en ce qui concerne la Bactriane plus au sud, il a eu des mises à jour, tant qu'il y a eu la domination grecque, mais dans ces régions au nord, c'est sans doute vraiment l'époque de l'expédition d'Alexandre. Et il nous donne quand même une information intéressante, c'est que Samarcande est sur un cours d'eau qui s'appelle le Dargomanès, c'est un nom ancien iranien, pas un nom sogdien, pré-sogdien, qui veut dire la longue rivière. Bien. Et ce nom existe toujours, c'est le nom du grand canal de rive gauche, aujourd'hui, c'est toujours le Dargom, qui amène l'eau à Samarcande et continue bien au-delà. Donc, quand même, un détail intéressant, information intéressante, on a quand même un indice de ce qu'est un grand canal artificiel à l'époque des Grecs à Samarcande. Bien. Alors, la première mention de la ville de la région comme grande région agricole, riche zone agricole, remonte probablement au 5e siècle. C'est transmis par l'encyclopédie chinoise du Tongtian, qui est du 9e siècle, mais c'est probablement d'après le Weishu, donc, dont les informations remontaient au 5e siècle. Le pays de Souyi, c'est en prononciation chinoise moyenne restituée, c'est Sugdig, donc c'est la Sogdiane, produit de bons chevaux, des bœufs, des moutons et diverses sortes de fruits. Il produit un excellent vin de raisin, car dans ce pays, le sol et l'eau sont excellents. Vin de raisin, parce que bon, pour les Chinois, il faut distinguer entre vin de céréales et vin de raisin. Là, c'est du vin de raisin. Alors, à nouveau, le vin à Samarcande, ça frappait les gens. Il y pousse une énorme céréale de plus de 3 mètres de haut. Alors là, on se gratte la tête depuis. On a supposé que ça pouvait être le sorgho. Sauf qu'il ne pousse plus maintenant, mais bon, il se pourrait qu'ils aient eu à l'époque du sorgho. On voit qu'il s'agit. Là, évidemment, on nous parle d'un riche terroir agricole. Malgré tout, ce qui est décrit ici, c'est une économie mixte, puisqu'il y a à la fois des produits de la terre, mais il y a aussi des produits de l'élevage, des chevaux, des bœufs, des moutons. Donc, on voit que c'est une économie qui combine l'agriculture irriguée, et la seule qui permet des grands rendements dans ce climat, et de l'élevage, peut-être même transhumant avec les moutons. Bien. Donc, interaction entre la plaine agricole et des zones de Piémont ou peut-être des zones plus lointaines. Alors, effectivement, ce qu'on voit dans la peinture sogdienne du 7e siècle, c'est qu'on voit beaucoup de chevaux, il y a tout le temps des combats de chevaux, c'est toujours des étalons. On ne voit jamais de poulains et on ne voit jamais de juments. Au Moyen-Âge, on sait que on achetait, en fait, on n'élevait pas de chevaux dans la plaine, tout simplement parce que ça n'aurait pas été rentable, ça aurait pris trop de ce très précieux terroir agricole irrigué, et on achetait les poulains à des Turcs qui étaient dans la steppe au nord. Donc on pourrait déjà avoir ici une allusion à ce système d'économie mixte. Et on le retrouve chez Xuanzang, le grand pèlerin chinois qui passe ici en 630, le pays de Samarcande. La capitale a plus de 20 lits de tour, ça fait 6 km. C'est la dimension, c'est le périmètre actuel des remparts du site d'Afrasiab. C'est une forteresse inexpugnable avec une nombreuse population. Les denrées précieuses des différentes régions sont surtout rassemblées dans ce pays. Le sol est riche et fertile et toutes sortes de grains sont cultivés. Les arbres luxuriants donnent à profusion des fleurs et des fruits. Le pays a beaucoup de bons chevaux, à nouveau. Ses habiles artisans sont les meilleurs parmi de nombreux pays. Le climat est doux et tempéré. Et la chronique du Tanchu ajoute « Ils ont des machines fort ingénieuses ». Quelles machines? On pense à des élévateurs d'eau, des roues, des chadouves,
Voilà. Donc là, on voit quand même se mettre en place un paysage d'agriculture irriguée. Et puis alors, suite de l'histoire, le géographe Imre Kal, milieu du Xe siècle, alors lui, il se lâche complètement, il parle de Samarcande, donc c'est le plus magnifique des pays de Dieu. Du haut de la citadelle, on jouit du plus beau spectacle imaginable. Des arbres verdoyants, des châteaux resplendissants, des ruisseaux aux cours rapides et des cultures brillantes. Quel coup d'œil, quel gouffre pour les fortunes, quel spectacle propre à subjuguer les cœurs des humains. Ajoutons des pavillons et des belvédères d'une construction splendide et bien alignée. Ce sont des demeures magnifiques, de superbes salons de réunion qui témoignent de la hauteur de vue de princes illustres. L'étendue du fleuve, depuis Ouallakhsar, je vais revenir là-dessus, jusqu'aux alentours de Boukhara, est de 6 jours, au milieu d'un enchevêtrement de villages, de vergers et de petits canaux. Voilà, c'est ce que nos historiens de l'école des Annales appellent le monde plein. Chaque mètre carré de terrain agricole qui peut être mis en valeur est mis en valeur. Mais là, il est mis en valeur par l'irrigation. La traduction est parfois un peu contestée, mais enfin, on dit qu'elle est parfois un petit peu approximative, mais c'est quand même très intéressant. Ces pavillons, ces belvédères d'une construction splendide, quand encore aujourd'hui à Samarcande, surtout à Boukhara, on voit, ce sont des iwanes, c'est-à-dire que ce sont des terrasses avec des colonnes de bois très fines et très hautes qui soutiennent un auvent, et c'est ce qui sert pour les réceptions. Les banquets, même certaines performances musicales. Ça peut se passer à l'intérieur, mais ça peut aussi se passer sur les iwanes qu'on voit de loin, qui sont très spectaculaires. C'est certainement ça qui est décrit ici. Alors, Ouallakhsar, c'est là d'où partent les canaux. Alors, c'est ici. C'est un nom sogdien qui veut dire la tête de la répartition. Warak veut dire partager. On comprend pourquoi. Hein. C'est de là que dérive l'eau des deux côtés. Bien. C'est à 40 km en amont de Samarcande. Et donc la question qui évidemment se pose, depuis quand est-ce que ce système a été mis en place? Parce que c'est un investissement absolument considérable en travail, en maintenance. Voilà. Et je vous dis tout de suite que on a en fait pas beaucoup de données textuelles. Enfin, les données textuelles, on en a vu l'essentiel. Pour reconstituer, on n'a donc pas de données textuelles avant le 5e siècle, sauf cet indice que le nom du canal, probablement les Grecs le connaissaient déjà. Les étapes, les modalités, c'est à l'archéologie de terrain de nous proposer des modèles. Et c'est ce que donc je vais vous présenter la prochaine fois dans le dernier cours. Alors à la semaine prochaine.